les forces de défense et de sécurité, réunies au sein du CDRI, au nom du peuple gabonais, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les résultats de l'élection tronquée sont annulés. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie. Voilà, vous applaudissez. Alors, c'était le 30 août 2023. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais dans mon salon et j'ai vu cette image à la télévision de militaires qui, au nom du peuple gabonais, annonçait la fin d'un régime. Alors, c'était la deuxième fois qu'un coup d'État se produit au Gabon. Je n'ai pas assisté au premier, mais celui-là avait une particularité. La particularité que c'est un coup d'État qui s'est passé sans effusion de sang. Il n'y a pas eu d'interposition. Moi, je me rappelle le matin encore, jusqu'à une certaine heure, j'attends de voir à quel moment les choses vont bouger, mais rien ne s'est passé. Pour beaucoup d'observateurs, il y a quelque chose de particulier dans cet événement. C'est que c'est l'un des rares coups d'État au monde où il n'y a pas d'effusion de sang. Il n'y a pas de bataille. Comme quoi, au Gabon, on fait souvent les choses de manière particulière, et puisque le thème c'est déconstruire, on voit que notre armée a déconstruit le coup d'État, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le sujet que je voudrais développer aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé au Gabon était peut-être unique, mais ce n'est pas si spécial. Parce que lorsqu'on regarde la plupart des pays en zone francophone, on voit que de plus en plus de coups d'État arrivent. Et c'est des événements qui se produisent beaucoup sur le continent. Cela pose la question donc de la légitimité. Slide. Qui peut parler au nom du peuple? Qui a le droit de parler au nom du peuple? Qui peut prendre une initiative pour le peuple? En fait, c'est qui le peuple? Jusqu'à quand va le peuple? À quel moment il faut prendre en compte ce que le peuple dit? C'est une question qui est importante parce que aujourd'hui il y a une crise finalement de la gouvernance participative partout dans le monde. Beaucoup de jeunes n'ont pas connu l'époque des dictatures. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui certains sont séduits même par le fait de se dire et si réellement la démocratie n'était pas pour nous en Afrique, est-ce qu'il ne nous faut pas un dictateur éclairé? Beaucoup n'ont pas vu les images de ces populations qui fuyaient les dictatures en Amérique du Sud, en bateau, ou alors les massacres qu'on pourrait voir en Europe de l'Est. Beaucoup n'ont pas connu la guerre mondiale. À tel point, slide, que pour beaucoup de jeunes se demandent est-ce que c'est réellement encore utile de voter des élus? Quand je vote pour quelqu'un, en réalité, une fois qu'il est élu, il ne fait qu'en sa tête. Est-ce que c'est réellement encore respecté de mettre son vote dans l'urne? C'est une question qui se pose non seulement ici, mais qui se pose dans le monde entier. Et la vraie question que j'aimerais avoir avec vous, slide, c'est de se rendre compte que la démocratie est un bien précieux. Dans nos villages, lorsqu'on prenait des décisions, il y a une forme de démocratie directe. C'est-à-dire que les sages ne pouvaient pas prendre une décision s'il n'y avait pas de consensus. Dans la cuisine, les femmes pouvaient émettre des idées. Dans la cour et dans les aires de jeu, les jeunes pouvaient émettre des idées. Et on se retrouvait dans le bandia, où chacun devait donner son avis. Et une fois que les avis étaient pris, il fallait ensuite prendre une décision consensuelle auquel tout le monde devait adhérer. C'est la définition de la démocratie participative et directe. Les Grecs ont inventé l'idée qu'en réalité, c'était très important que chaque membre de la société puisse avoir un avis. Cet avis, puisque tout le monde n'a pas le temps d'aller débattre dans l'Assemblée, devait déléguer une part de sa souveraineté à un individu qui, lui, avait l'intelligence, avait l'expérience, qui lui permettrait de pouvoir prendre des décisions au nom de ce peuple-là. Beaucoup d'études montrent aujourd'hui que la démocratie et le développement humain sont très liés. Lorsqu'on regarde à très court terme, c'est-à-dire que si vous regardez entre 5 et 10 ans, lorsque vous prenez une dictature, généralement les premières années, vous allez voir une croissance du PIB. Donc on aura l'impression que tout va bien. Ça peut durer une dizaine d'années, une vingtaine d'années, mais dans le long terme,
on se rend compte que les pays qui ont une culture démocratique beaucoup plus longue ont un indice de développement humain beaucoup plus élevé. Ça veut tout simplement dire que dans une nation où les gouvernés n'ont pas confiance aux gouvernants et où il n'y a pas un lien permanent et direct entre les gouvernés et les gouvernants, il n'y a pas d'harmonie. Et vous pouvez donc constater des jeunes qui vont fuir leur territoire national pour aller chercher du bonheur ailleurs parce qu'ils n'ont pas de voix. Vous allez avoir la loi du plus fort qui peut s'installer parce qu'en réalité, il n'y a plus de voix. On va se retrancher souvent vers des identités les plus basses parce qu'il n'y a pas moyen de discuter entre nous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les nations du monde ont trouvé le moyen de vouloir créer ce moyen-là, de créer le lien entre les gouvernants et les gouvernés. La démocratie, inventée par les Grecs, dans nos villages, je vous ai parlé des discussions autour du danger. À chaque fois, les hommes ont utilisé la technique et la technologie pour voir comment on pouvait améliorer ce lien entre les gouvernants et les gouvernés. Comment sortir de la dictature du plus fort. Aujourd'hui, à la Révolution 4.0, nous avons le numérique. Le numérique, comment elle peut nous aider donc à améliorer le lien qui doit exister entre les gouvernants et les gouvernés? Comment la technologie peut nous permettre de construire une gouvernance qui soit participative, c'est-à-dire que le maximum de participants, inclusive, que ça puisse toucher les différentes catégories, mais surtout que cette gouvernance-là puisse se faire en temps réel. Slide. Les technologies, un dernier clic encore, les technologies aujourd'hui nous permettent de régler pas mal de problématiques. Pour ceux qui ne savent pas, le Gabon a été nommé, on est dans les 10 pays les plus avancés en termes de TIC sur le continent. On est le pays le plus connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc déjà aujourd'hui au Gabon, lorsque vous avez envie de savoir les résultats de vos examens, vous pouvez l'attendre sur votre téléphone. Vous n'avez plus besoin d'aller passer la journée au lycée en bas, comme à mon époque. Lorsque vous avez envie d'avoir un bon repas, vous avez au resto, vous commandez, vous recevez à manger. Lorsque vous voulez chercher un médicament, vous avez e-pharma et vous pouvez trouver la pharmacie où se trouve le médicament le plus proche. Si vous voulez être en contact des agriculteurs, vous avez Wali App qui peut vous permettre de vous mettre en contact avec des agriculteurs. Toutes ces problématiques sociétales ont été réglées grâce à la technologie. Il existe une catégorie de technologies qui s'appelle les technologies de e-gouvernement et de Civitech. Civitech, c'est comment mettre à disposition du citoyen des technologies qui lui permettent de participer à la décision du plus grand nombre. Vous avez peut-être déjà participé à une pétition en ligne, ça fait partie des technologies de Civitech. Vous avez peut-être déjà participé à un débat en live dans une communauté, WhatsApp, Telegram ou toutes ces choses. Aujourd'hui, il est même possible de voter depuis chez vous à partir d'applications. Mais toutes ces technologies ont une limite. C'est-à-dire que une fois que j'ai voté, l'élu, arrivé à l'Assemblée, va en fait suivre les directions de son parti. Ou alors des intérêts du moment. Certains vont dormir à l'Assemblée. Certains ne vont pas aller à l'Assemblée. Chacun fera comme il veut. Et donc on se pose vraiment la question, est-ce que le député qu'on est élu là, est-ce qu'il est réellement là pour nous ou bien il est là pour lui? Donc je vous propose d'aller plus loin avec la technologie. Slide. Je vous propose de créer ce qu'on appelle la gouvernance digitale. Alors, digital, pour ceux qui font du marketing digital, ils comprennent ce que c'est. L'association de ces deux termes est un peu nouveau. De la gouvernance digitale. Ça veut dire, digital, c'est la contraction en deux termes, physique et digital. C'est comment on va mettre à disposition d'individus physiques des outils technologiques qui vont permettre de mettre en place une gouvernance qui va être à la fois participative, puisque cette fois-ci, cette gouvernance doit permettre à tout le monde de participer. Inclusive, c'est que ça doit pas être de limite si vous êtes une femme ou que vous vivez en zone rurale ou pas, mais en plus, ça va vous permettre de participer à la décision en temps réel et en permanence. Cela n'a jamais été fait. Comment c'est possible? C'est possible, slide. C'est possible grâce d'abord à l'intelligence artificielle. Okay? Imaginez que chacun d'entre vous a un avatar. C'est que l'idée d'élire quelqu'un, c'est de dire qu'on n'a pas le temps d'aller à l'Assemblée pour aller débattre. Donc, imaginez que vous avez un avatar, grâce à ce qu'on appelle le machine learning, vous pourrez apprendre à votre avatar à prendre des décisions pour vous.
C'est comme votre meilleur ami pour qui vous pouvez choisir un cadeau pour lui. Quand vous devez faire une surprise, on appelle son meilleur ami, ah, qu'est-ce que tu penses qu'elle aimerait? C'est parce que vous avez vu cette personne prendre des décisions de manière régulière et vous êtes capable de définir comment elle réagirait, n'est-ce pas? Donc vous allez entraîner votre avatar et à chaque fois qu'une question va se poser à l'Assemblée nationale sur le sujet, vous allez prendre votre avatar, va donc s'appuyer sur le machine learning pour pouvoir répondre comme vous le ferez. Mais en plus, grâce à ce qu'on appelle le deep learning, elle aura accès à une base de données tellement vaste qu'elle connaîtra beaucoup plus de choses que vous. Parce qu'on posera par exemple une question liée à la science, elle pourra taper toutes les recherches scientifiques qui existent pour pouvoir prendre des décisions. Mais c'est digital, pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous pourrez arrêter l'avatar et vous dire c'est moi qui veux reprendre le contrôle cette fois-ci, parce que c'est sur un sujet peut-être sur lequel j'ai un avis pas très clair, j'ai vraiment envie de prendre la main physiquement pour pouvoir répondre à cette question. En gros, vous serez vous-même au palais Nyamba parmi les nouveaux députés. Donc vous serez collègue de Geoffroy. Slide. Alors, ça pose quelques défis. Slide. Le premier, c'est une question d'infrastructure. Pour pouvoir faire cela, il nous faut des data centers, il nous faut de l'énergie. Parce que ça va faire tourner donc, des serveurs, il faudrait que tous ces serveurs on puisse avoir l'énergie pour le faire. Slide. Il y a des questions de sécurité que cela va également soulever. Comment on s'assure que cette information-là ne soit pas altérée par une intervention externe? Les talents, bien entendu, il faudra en former beaucoup. Il faudra démultiplier les écoles où on pourra former des ingénieurs, des techniciens qui pourront maintenir tout ce système. Et en 4, il faudra mettre en place une législation qui permet de faire en sorte que tout ce système reste éthique et soit vraiment au service de l'intérêt général. Slide. Et enfin, la connectivité. Il faudrait en fait que l'ensemble des territoires soient accessibles avec la meilleure qualité d'Internet. Slide. Alors, tout cela peut vous paraître lointain, mais au niveau du Gabon, on est bien positionné pour pouvoir relever ce défi. Je vous ai dit tout à l'heure que le Gabon, c'est le pays le plus connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest. Nous avons une législation qui est des plus complètes sur le continent et même dans le monde. Et en plus, on a une jeunesse qui est très active avec un taux de pénétration d'Internet qui est très élevé. Donc, pour arriver à la gouvernance digitale, il y a 4 choses qu'on peut faire dès aujourd'hui. La première, c'est de mettre en place un conseil national du numérique. C'est-à-dire que c'est un conseil multidisciplinaire qui va réfléchir sur les technologies stratégiques de demain auxquelles le gouvernement devra mettre les ressources pour s'assurer que nous soyons en maîtrise au niveau national de ces technologies-là. Deuxièmement, il faudra développer la culture numérique de nos gouvernants en créant par exemple des voyages d'immersion. Vous imaginez par exemple le président de l'Assemblée nationale avec la présidente du Sénat dans un voyage à la Silicon Valley ou peut-être à Silicon Valley à côté au Cameroun pour comprendre un peu le pouvoir de la technologie. En 3, il faudrait mettre en place une stratégie nationale de la civocratie numérique. Civocratie, c'est un gros terme, mais c'est citoyen et cratie. C'est comment on fait en sorte que le citoyen puisse être plus impliqué dans la gouvernance du pays. Et il faudrait qu'on ait une stratégie nationale pour voir comment on développe ces technologies au niveau national en faisant des petits laboratoires qui permettraient justement de s'assurer qu'au niveau local, nous avons des solutions qui sont contextualisées. Et enfin, le 4e programme qui m'est cher, c'est celui des startups d'État. Une startup d'État, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un fonctionnaire qui a une super idée, que l'on fait rencontrer une startup et qui vont développer des e-services qui ne dépendent pas du budget de l'État, qu'un modèle économique autonome et qui vont permettre d'accélérer la consommation digitale du pays. En mettant ces 4 bases, nous pourrons avoir des bases aujourd'hui pour pouvoir lancer la gouvernance participative 4.0. J'espère que tout le monde dans sa tête a déjà son NIP. On va bientôt avoir des cartes d'identité électroniques. Et avec les cartes d'identité électroniques, tout cela ne sera pas quelque chose qui revêt de la science-fiction. Je terminerai, slide, en vous disant que si aujourd'hui, vous avez l'impression que tout ce que je viens de vous raconter a l'air super surréaliste, dites-vous que la prochaine fois que vous allez envoyer un avatar à l'Assemblée nationale, rappelez-vous que nous l'avons entendu la première fois à Montagne Sainte. Merci.